Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 13h sur VIA TV. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 janvier et la question que certains d'entre vous se posent, qui est l'heureux gagnant d'1 million d'euros qui se cache parmi nous? Dans ce journal, on mènera l'enquête dans les rues de Fort-de-France. On parlera également d'une nouvelle activité qui va voir le jour dans notre aéroport, une compagnie aérienne de jet privé qui va notamment servir au rapatriement sanitaire. Mais on débute ce journal avec l'information du jour. La campagne de vaccination contre le Covid a commencé aujourd'hui sur notre île. Les premiers vaccins ont été administrés. Et pour donner l'exemple, c'est Jérôme Viguier, le directeur de l'ARS, qui a reçu la première dose de vaccin. Jean-Marc Dabreux s'est rendu dans le centre de vaccination au CHU de Martinique. Regardez. C'est une vaccination très médiatisée ici à l'hôpital Pierre Zobda Kittmann au sein du centre hospitalier universitaire de Martinique. Le docteur Jérôme Viguier, directeur général de l'ARS, a reçu une dose du vaccin Pfizer contre la Covid-19 ici dans ce centre de vaccination qui est donc inauguré aujourd'hui. Écoutez les premières impressions du docteur Jérôme Viguier, une injection médiatisée surtout pour convaincre les contestataires de ce vaccin. Écoutez. Je crois que c'est logique qu'il y ait des questions sur la vaccination. Les médias ont beaucoup porté la parole des gens qui étaient réservés sur la vaccination. Maintenant, moi je souhaitais ouvrir ce centre de vaccination et être un des premiers à me faire vacciner ici. D'abord parce que je suis médecin. Et que je trouve qu'il y a une certaine exemplarité à avoir quand on demande à ses patients de se faire vacciner. On peut commencer par soi déjà. Et parce que je crois que dans la lutte contre le Covid-19, au-delà de faire des tests, au-delà d'isoler les gens, et parce qu'on n'a pas encore de traitement efficace, eh bien la prévention, c'est-à-dire éviter de se contaminer par tous les moyens qui sont possibles, que ce soit les mesures de protection, de distanciation et maintenant la vaccination, c'est vraiment un moyen d'aller vers des horizons nouveaux vraiment pour cette maladie. Juste avant, le docteur Jérôme Viguier a suivi une consultation préparatoire à cette vaccination. Ça sera le cas pour l'ensemble des personnes qui seront vaccinées ici. Pour le moment, prioritairement les personnels soignants. Il faut savoir que pour les personnes âgées, la vaccination se fera directement sur leur lieu de vie. C'est ce qu'a expliqué le docteur Jérôme Viguier dans une conférence de presse qui s'est tenue il y a quelques instants. Dès aujourd'hui, en fait, on ouvre un centre de vaccination au CHU de la Martinique, qui sera suivi dès le début de la semaine prochaine de 2 autres centres de vaccination à destination des professionnels de santé qui seront gérés en partenariat entre la médecine de ville et la médecine hospitalière et dans un souci de maillage du territoire, qui seront un à Trinité et un autre au Marin. Donc on aura un gros centre à Fort-de-France, au CHU, et puis 2 autres centres à Trinité et au Marin. Donc c'est actuellement la cible de la vaccination, vous le savez, c'est les résidents en EHPAD, les personnels des EHPAD, donc les personnels qui seront en contact, pas que le personnel soignant, tous les intervenants dans les EHPAD. Ça a été étendu au personnel soignant de plus de 50 ans et surtout s'il y a des comorbidités qui les exposent à faire des formes graves. Et c'est à ce titre-là que j'ai souhaité me faire vacciner aujourd'hui. Et d'ici la fin du mois, les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner dans les centres de vaccination qui ont vocation après celui du CHU de la Martinique, après les 2 autres qui vont être ouverts, à être au nombre de 6 ou 7 sur le territoire. Demain, la vaccination commencera à l'EHPAD Emma Ventura. La Martinique fait donc partie des premiers départements et régions d'outre-mer à avoir inauguré ce vaccin Pfizer. Et sachez que la vaccination, en réalité, a commencé dès hier, puisque 5 membres du personnel soignant ont été vaccinés dans une phase de test à blanc. On en parlait en introduction de ce journal. Une nouvelle activité va voir le jour à l'aéroport du Lamentin. Il s'agit de l'installation d'une compagnie aérienne spécialisée dans la desserte directe de notre île par le biais de jets privés. Et notre invité de ce direct, c'est Xavier Kowalski. Il est le président de K-Group. Alors bonjour Xavier Kowalski. Cette activité, elle est censée débuter le 25 janvier. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi c'est une nouveauté ?
Bonjour, effectivement c'est une nouveauté parce qu'aujourd'hui sur la Martinique on ne dispose pas de jet privé proprement dit. Il existe quelques petits modules qui sont adaptés pour les petits terrains et les petites pistes. Mais aujourd'hui si vous voulez rallier des départements comme la Guyane ou aller chercher des patients ou des clients sur la Caraïbe en général, les États-Unis, la Floride ou même l'Amérique latine, ces appareils ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, on souhaite donc mettre en place à partir du 25 un Falcon 100, qui est un petit module de 7-8 places, qui sera équipé à la fois en passagers, donc avec 7-8 passagers, et qui pourra également emporter 2 civières avec l'équipe médicale. Alors cette offre, elle sera effectivement disponible pour les rapatriements, donc on imagine bien sûr en collaboration avec l'ARS, avec la Sécurité sociale aussi. Mais comment se passent aujourd'hui les rapatriements? On pense par exemple à la Guyane, et comment ils pourraient se dérouler quand on est face à ce type de service? Alors aujourd'hui, les rapatriements, vous parlez de la Guyane, par rapport à la Guyane, entre la Guyane et la Martinique, c'est une compagnie nationale qui s'occupe de faire ces rapatriements, mais les vols s'amenuisent, notamment en raison de la crise Covid. Il y a l'armée qui a participé également à des rapatriements, mais ce n'est pas sa mission première. Donc là, on souhaite aujourd'hui montrer qu'il y a cette offre disponible à partir du 25 et proposer ces services qui seront forcément à moindre coût par rapport aux services militaires. Et qui seront à peu près à coût égal d'une compagnie, la compagnie nationale qui effectue à ce jour les missions. Alors cette compagnie, elle propose d'autres missions. On a notamment cette mission de transport de fret, également cette mission de transport de clients VIP. Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour la destination Martinique et également au départ de la Martinique pour ce type de service ? Écoutez, je vous remercie de me poser la question, mais je pense qu'évidemment, je ne serais pas en train de relever un pari un peu fou, puisque c'est des investissements importants de mettre un avion avec toute la maintenance qui va derrière, et les équipages. Donc effectivement, il y a une demande, elle n'est pas non plus grandissante, enfin elle n'est pas énorme comme on peut l'avoir en Europe, mais quand on voit ce qui se passe sur Saint-Martin ou là même la Guadeloupe, on a beaucoup de jets qui atterrissent et qui partent. Donc aujourd'hui, les compagnies aériennes disparaissent les unes après les autres, en tout cas les lignes disparaissent les unes après les autres, et il est difficile de voyager dans la Caraïbe, aux États-Unis ou en Amérique latine. Donc aujourd'hui, effectivement, on mise sur cette augmentation et sur cette demande, et je pense de toute façon que l'offre fera la demande. Et quelles seront alors les destinations qui seront disponibles avec ce service également en termes de prix, en termes de coûts? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Peut-être une fourchette? Alors, en termes de destination, comme je vous le disais, ce qu'on va essayer de faire, c'est proposer, et bien sûr, tout l'arc antillais, descendre jusqu'en Amérique latine, le Mexique, remonter la Floride, peut-être New York si on arrive à avoir suffisamment de demandes. Et puis, bien évidemment, les destinations phares seront Haïti, Punta Cana, etc. En termes de prix, on est sur un tarif à l'heure qui oscille entre 2005 et 3000 euros de l'heure en fonction des destinations. Les taxes d'aéroport sont souvent très disparates et peuvent faire exploser les tarifs. Mais on est entre 2005 et 3000 euros de l'heure, sachant que l'avion peut embarquer jusqu'à 7 passagers. Donc alors on le voit réduisez les coûts à vraiment, ce moment-là. on le voit ces derniers temps avec ces dessertes aéroportuaires qui sont totalement chamboulées, totalement modifiées, notamment à cause de cette crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que ce type de service va être finalement de plus en plus demandé? Est-ce que cette crise de Covid finalement ne provoque pas aussi ce besoin de créer des lignes directes entre certaines destinations? Vous avez tout à fait raison. Je dirige depuis 2009 une compagnie aérienne en métropole. On voit l'explosion de l'aviation d'affaires en métropole et en Europe, avec des avions qui sont utilisés pour des destinations desservies qui ne sont pas du tout celles habituelles. Donc effectivement, je pense que la Covid va aujourd'hui, malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et je compte aussi sur le peu de lignes régulières aujourd'hui pour pouvoir développer l'activité de VIP. Merci beaucoup Xavier Kowalski. Je rappelle que vous êtes le président de K-Group. Merci de nous avoir donc présenté cette nouvelle activité. Merci également à Johan Constant qui a réalisé ce direct.
On poursuit avec un autre grand titre de l'actualité. Le Comité citoyen du Sud a porté plainte au pénal contre la SME pour détournement de fonds publics au tribunal de grande instance de la Martinique. Ce matin, une conférence de presse était organisée à Sainte-Luce pour expliquer et faire le point sur la procédure. Il souligne également l'absence de réponse du procureur concernant cette plainte du 15 mai dernier. Les précisions recueillies par Yvan Lemar. C'est pas normal que nous déposions en plainte et puis le tribunal va pas répondre nous, procureur pas répondre nous et jeudi nous fait une conférence de presse et puis avocat nous pour justement expliquer population parce que nous sommes assez nombreux pour expliquer population qui démarche nous ni a fait pour justement que nous paie et exiger que plainte nous et aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il faut une enquête en la SME par rapport à ça nous a porté comme accusation de détournement de fonds et prix de l'eau qui est trop cher. Le fondement de cette plainte, c'est une plainte pour détournement de fonds publics contre la SME. Parce que quand nous lisons les avis de la Cour régionale des comptes, nous constatons que celle-ci, elle fait beaucoup de critiques, mais elle pose une question quand même fondamentale qui est celle-ci. Il y a eu pendant un certain nombre d'années des déficits annoncés par la SME, dont la Cour régionale des comptes nous dit que ces déficits ne sont pas réels. En fait, quand il y a eu des bénéfices. Alors, il faut savoir que la convention qui lie la SME et les organismes publics qui lui ont donné délégation prévoit qu'en cas de bénéfice, ils doivent reverser une surtaxe à ces organismes. Donc cet argent, qui est un argent public, puisque venant ou de subventions ou des citoyens, n'a pas été reversé. Ça nous paraît un détournement par un habillage comptable. Voici le fondement de la plainte. Et est-ce qu'un millionnaire se cache parmi nous? Ce vendredi 1er janvier 2021, c'est un gagnant qui a joué sa grille en Martinique qui a été tiré au sort par le tirage de la tombola My Million. Le gagnant d'1 million d'euros a 60 jours pour se faire connaître. Johan Boulard n'a pas attendu, il est allé à sa recherche dans les rues de Fort-de-France. Un simple bout de papier et 1 million d'euros à la clé. Depuis 7 ans, à chaque tirage de l'euro million, le code My Million permet de faire un nouveau millionnaire parmi les joueurs. Et si le ticket du premier gagnant de l'année a été validé en Martinique, son propriétaire ne s'est pas encore rapproché de la Française des Jeux. Soit il n'est pas au courant, soit c'est une personne qui était là en congé, en vacances et qui est repartie et qui va peut-être le toucher en métropole. Puisqu'on peut toucher un peu n'importe où, donc c'est pas un problème. Une somme forcément bienvenue pour débuter l'année. D'ailleurs, que feriez-vous avec 1 million d'euros? Que je serais déjà parti en voyage et faire un tour du monde qui aurait duré, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans. Et ne jamais travailler, évidemment. Partager avec ceux qui n'en ont pas, tout simplement. Il n'y a que ça à faire, en fait. Donner à la famille avant, donner à ceux qui n'ont pas à manger, puis donner à des associations comme il faut, quoi. Trouver un moyen pour pouvoir financer soit le logement ou autre, afin de pallier au manque de logement. J'aurais finalisé mes projets, déjà dans un premier temps, puisqu'il faut subvenir à nos besoins. La vie est chère en Martinique, etc. Elle continue d'augmenter, elle continuera d'augmenter. 1 million d'euros, quand même, c'est un bon petit monnaie quand même, parce que moi-même, je dis ça. C'est ça où ça va payer. Bon, ça fait ça, mon pays qui est les pays, quoi. Ouais. Comme quoi, par exemple? Bon, payer les dettes, sur les dettes, payer les dettes, et puis le restant, on fait ça au pays. Alors qui sait, si vous avez rempli une grille de l'euro million pour le tirage du 1er janvier 2021, vérifiez bien ce fameux code My Million. Votre vie pourrait bien changer. Ce bulletin a été validé dans les dom-toms. C'est bien ça, le code gagnant UA 000 71 22. On ne sait jamais si c'est vous. Vous avez, je le rappelle, un petit peu moins maintenant de 60 jours pour réclamer ce gain. Et en ce début d'année, on prend aussi des nouvelles du comité régional cycliste de la Martinique. Hier soir, Alfred Defontis a été réélu pour la 6e fois à la tête du comité. Pour ce nouveau mandat de 4 ans, il souhaite mettre l'accent sur la jeunesse, le développement des pistes cyclables et la pérennisation de nos compétitions. Le président s'est confié au micro de Marc Michel et le calendrier est très chargé. Nous
nous avons un calendrier très chargé. Normalement, il est prévu que le coup d'envoi soit donné dimanche après-midi sur le Lamentin. Et puis chaque week-end, nous avons des compétitions et des compétitions à étapes. Nous avons bien fourni le calendrier. Et puis il y a ce qui a fonctionné en 2020 et qu'on essaie de faire fonctionner en 2021, c'est le challenge Amitié Interclub, pouvoir la démarrer après le Tour de Martinique pour permettre à nos jeunes de continuer à pratiquer le vélo et puis que nos seniors puissent se préparer parce qu'il n'y aura pas question de rester sans pratiquer le vélo pendant 1 mois ou 2 mois, puisque nous allons enchaîner sur le mois d'octobre avec la route cycliste de Martinique qui sera dans le calendrier. Donc 2 grands rendez-vous qui sera le Tour cycliste de Martinique en juillet, la route cycliste de Martinique, mais bien avant ça, nous avons le 22 mai, nous avons le critérium des quartiers de la ville de Lamentin, nous avons le Grand Prix de la ville de Ducos qui est le Trophée de la Caraïbe, et puis pas mal de courses à étapes, de courses de 2 jours que j'oublie, mais en tout cas, le calendrier est bien fourni pour que chaque week-end, nos jeunes puissent être sur les pédales. Ce sont des rendez-vous qu'on ne manquera pas, bien sûr. On poursuit ce journal avec notre rendez-vous quotidien avec les pompiers de Martinique. Aujourd'hui, notre interlocuteur, c'est le lieutenant Mouquin. Alors bonjour, lieutenant Mouquin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un état des lieux de la situation, nous parler des opérations qui ont marqué ces dernières 24 heures? Bonjour à tous. Alors, pour ces dernières 24 heures, nous avons une activité relativement calme. Donc depuis ce matin, 7 heures, nous avons une trentaine d'interventions à notre actif. Donc que des accidents légers, hein, et puis le reste, ce sont des secours à personnes que nous faisons au quotidien. Alors en ce début d'année, peut-être permettez-moi de vous poser la question, quel est l'état d'esprit notamment des équipes, des pompiers de Martinique? Alors malgré la conjoncture actuelle que l'on sait peu favorable, au sein du STIS, particulièrement dans les centres de secours, il faut s'adapter. Les sapeurs-pompiers sont toujours motivés. Hein. L'état d'esprit reste toujours le même, c'est-à-dire avoir toujours cette envie d'être au service de la population, être toujours prêt à remplir nos missions de secours et d'assistance. Donc je dirais, comme le traduit notre devise, avec beaucoup de courage et de dévouement. Avec beaucoup de courage, de dévouement. Merci beaucoup, lieutenant Mouquin, pour ces précisions. Bien sûr, on souhaite beaucoup de courage aux équipes de pompiers de Martinique pour cette nouvelle année. Et on ouvre à présent cette page de l'actualité internationale avec cet événement qui fait la une de tous les médias. Ce sont hier les militants pro-Trump qui ont envahi le Capitole à Washington, symbole de la démocratie américaine pourtant. Mais ce matin, la victoire de Joe Biden a bien été annoncée. On revient sur ces images stupéfiantes, également sur le déroulement de cet événement. Le calme règne encore, mais des milliers de partisans affluent devant le Congrès, plus déterminés que jamais. Il est midi, heure américaine, et déjà les inconditionnels de Donald Trump se veulent intransigeants. Nous ne comptons pas accepter cette tricherie et nous allons envoyer un message au Congrès. Un climat pacifique qui va basculer soudainement à cause d'un homme. Le président sortant lui-même endosse le costume du pyromane. Après cela, nous allons marcher et je serai là avec vous. Je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole. L'allumette est jetée, la foule va s'embraser. Très vite, le signal est donné. Il faut tenter d'envahir le Congrès. Les forces de l'ordre sont dépassées par ce raz-de-marée. Première victoire, les insurgés pénètrent à l'intérieur du bâtiment et se félicitent mutuellement. Peu avant 16h30, Joe Biden prend la parole. Le visage est grave. Prendre d'assaut le Capitole, briser des vitres, occuper des bureaux, menacer la sécurité des élus, ce n'est pas une manifestation, c'est une insurrection. Pendant plusieurs heures, des centaines d'émeutiers vont saccager les bureaux.
Face à ce déferlement de violence, Donald Trump tente de calmer le jeu. Ce sont des élections truquées. Mais nous ne pouvons pas nous en remettre à ces gens. Donc rentrez chez vous. On vous aime. 5 heures après le début de l'insurrection et accompagnés d'agents du FBI, les sénateurs retournent au Congrès pour terminer la certification des résultats. Mike Pence, le vice-président sortant, parle d'un jour sombre pour les États-Unis. Le Capitole est en sécurité, les membres du Congrès travaillent à nouveau. Il est 3h46 du matin. La sénatrice chargée du décompte annonce la victoire de Joe Biden et Kamala Harris. Et entre-temps, Donald Trump a reconnu sa défaite au travers d'un communiqué. Il a promis une transition ordonnée. Et ce jeudi 7 janvier, c'est également la date d'un triste anniversaire. Nous sommes à présent 6 ans après la tuerie survenue à Charlie Hebdo, à l'Hyper-Cacher et à Montrouge également. La mémoire est toujours aussi vive. Des commémorations ont eu lieu ce matin, à Paris notamment. Les familles étaient présentes. Et à l'échelle nationale, le vaccin contre le Covid continue de faire débat. Seul un Français sur 2 se dit prêt à se faire vacciner. Et pourtant, les vaccins, au travers de l'histoire, ont permis de faire disparaître certaines maladies. Florence Vecnet et Alix Vampé se sont plongés dans les archives. Êtes-vous à jour? Le carnet de santé des enfants y consacre aujourd'hui 4 pleines pages. Depuis 2018, les 11 vaccins recommandés sont devenus obligatoires. Mais nous gardons tous en mémoire ces visites chez le pédiatre ou le médecin de famille, pas toujours volontaire, pour l'injection. Oh, j'avais 10 ans. Des petites aiguilles, oui. Oui, il y avait des grattés, je sais pas quoi, enfin. Ça faisait pas mal, quoi. Dans le bras ou la fesse, je sais plus. Avec l'aiguille, ça fait mal, mais c'est pas une douleur qui m'a traumatisée, quoi. Le principe est posé dès 1796 d'inoculer une partie de la maladie pour s'en protéger. Il s'agit de lutter contre la variole. Mais la systématisation en revient un siècle plus tard à Louis Pasteur, ici au chevet du petit Joseph Meister, 9 ans, mordu 14 fois par un chien soupçonné d'avoir la rage. Victoire, l'enfant ne développe pas la maladie, la vaccination est née. Contre la tuberculose avec le BCG, puis la diphtérie, le tétanos et la coqueluche dans les années 1920. Des maladies qui font encore des milliers de morts et l'objet de prise en charge pendant des mois entiers dans les années 60. Pendant 300 jours de l'année, la cure solaire, si importante dans le traitement de la tuberculose, peut être de 3 heures au minimum. Et que dire des épidémies de poliomyélite, première cause de handicap chez les enfants dans les années 50, mais dont on va venir à bout en seulement quelques années. D'ores et déjà, la fabrication industrielle du vaccin est commencée. Plusieurs images paraissent donc aujourd'hui d'un autre temps, comme ces enfants souffrant des oreillons. Et pourtant, les vaccins suscitent aussi depuis toujours des réticences. Dès le 19e siècle, des Anglais font inscrire dans la loi des clauses de conscience pour se soustraire aux campagnes de vaccination obligatoires. Aujourd'hui, c'est la composition des vaccins qu'on questionne, avec la présence de sel d'aluminium. Et les Français sont devenus les champions du scepticisme. Seul un Français sur 2 aurait aujourd'hui l'intention de passer par la case piqûre pour se prémunir de la Covid-19. Et ça y est, ils arrivent et c'est un soulagement pour les professionnels de la petite enfance. Je vous parle bien sûr des masques transparents, aussi appelés masques inclusifs. En Moselle, la CAF a déjà distribué plus de 5000 masques aux 234 structures publiques et privées de la petite enfance dans la région. Un sujet de nos confrères de Via Mirabel. Enfin, les enfants de cette crèche peuvent à nouveau percevoir les sourires et les mimiques des adultes qu'ils côtoient. Et si certains découvrent parfois pour la première fois le visage de leurs éducateurs, d'autres se sont montrés plus intrigués par leur nouveau style. Ceux qui sont arrivés en septembre, du coup, ne nous ont jamais connus sans masque. Mais il y a eu une période vraiment d'observation, que ce soit chez les petits ou les grands, qui nous ont même posé des questions, parce qu'à cet âge-là, les enfants sont très curieux. Et du coup, on a fait des petites grimaces pour détendre un peu l'atmosphère, et ça s'est très bien passé. Et si ces auxiliaires de puériculture ont aussi recours au langage du corps et à une communication gestuelle renforcée, percevoir les expressions du visage reste un vecteur essentiel d'apprentissage et de gestion des émotions. Beaucoup de choses tournent autour de la parole, des comptines, on chante, on raconte des histoires.
On apprend aussi, c'est l'âge où on commence à obéir à des toutes petites consignes, où on apprend un petit peu la vie en collectivité. Et je pense que de voir complètement de nouveau le visage de l'auxiliaire de puériculture, c'est très important. Alors que de plus en plus d'experts alertent sur les retards de développement que pourrait engendrer le port du masque auprès des tout-petits, les CAF ont décidé de réagir. 5000 masques transparents seront distribués en France, dont un peu plus de 5000 en Moselle, grâce au concours de plusieurs partenaires. Ces masques ont été fabriqués en France, dans des ESAT, dans des établissements qui emploient des personnes en situation de handicap, le tout sous l'égide de l'Association des paralysés de France, l'APF. Des masques forcément plus onéreux, d'une valeur de 10 €, ils sont cependant lavables une vingtaine de fois. Des masques transparents qui sont aussi très attendus par les enseignants des écoles maternelles. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous laisse bien sûr en compagnie des programmes de VIA TV tout au long de la journée. N'oubliez pas votre rendez-vous avec Régine Germani pour Ance PIA à 18h30, cette émission que vous ne manquez sous aucun prétexte. Et ensuite à 19h, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc Dabreu pour un point complet sur l'information locale, nationale et internationale. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À demain, 13h.